Et on ouvre la première partie de ce 21-23. On retourne sur le terrain des narcotrafiquants. On vous en a beaucoup parlé sur ce plateau, mais on est à la veille d'une visite d'Emmanuel Macron à Marseille. Et puis surtout, aujourd'hui, 3 actualités différentes qui n'ont a priori rien à voir entre elles, mais ont dessiné le même schéma, celui de la lutte des services de l'État contre les narcotrafiquants qui, à leur tour, ça donne à des représailles, à une vendetta, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, avec ce collège incendié à Dijon, avec le procès d'un chef de gang présumé à Lille qui importait de la drogue au port du Havre, et puis avec le retour des salariés d'Orange à Marseille qui avaient vu leur site fermé depuis 15 jours dans un quartier sensible. On va en parler avec vous, Claire Vérove. Bonsoir. Vous êtes journaliste à France Télévisions dans notre service enquête reportage, et vous avez fait plusieurs reportages sur le terrain autour du trafic de drogue, notamment dans nos métropoles de région, et ça c'est très intéressant. Et puis on va aussi en parler avec vous, Frédéric Saliba. Vous êtes un journaliste spécialisé notamment sur les questions de narcotrafic. Vous connaissez aussi bien la France que les pays en Amérique latine où vous avez beaucoup travaillé. Vous êtes auteur de Cartel, Voyage au pays des narcos aux éditions du Rocher en 2024. Alors on va tout de suite aller sur le terrain. On va voir d'abord l'une des actualités du jour. Je vous en parlais, ce collège incendié à Dijon. Le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Éducation nationale s'y sont rendus aujourd'hui. Quelques éléments avec Valérie Lerouge et on en discute juste après. Les grilles du collège Champollion vont rester fermées jusqu'à nouvel ordre. Après l'incendie qui a ravagé un des 2 bâtiments samedi, les cours sont annulés. À la sortie de la cellule psychologique mise en place, parents et collégiens sont encore choqués. Ça m'a fait peur. Vu que j'étais chez mon père, j'étais en train de finir mes devoirs. Il me l'a dit, j'ai pas pu réussir à me concentrer, j'ai paniqué, et puis il m'a montré les images, ça a fait peur. On attaque quand même l'éducation, quoi. C'est un lieu d'éducation, de scolarité, c'est important, quoi. Ça met à mal beaucoup de choses. Les dégâts sont considérables. Une salle informatique calcinée, des cloisons effondrées, 6 classes sont inutilisables, provoquant la colère des parents. On stoppe nos enfants, quoi. On leur met un stop à leur éducation, à ce qu'ils puissent apprendre. Le collège, situé dans un quartier sensible, avait déjà été visé par des tirs de mortier il y a quelques semaines. En mars, c'est la médiathèque qui a été incendiée à 2 reprises, ainsi qu'un centre de formation. Pour le ministre de l'Intérieur, en visite sur place, il s'agit sans aucun doute de représailles de dealers. Quand on fait mal aux trafiquants de drogue, quand on leur porte des coups, il y a souvent des actions de représailles, des actions qui sont des espèces d'actions de vendetta qui n'ont pas leur place dans la République française. Car depuis plusieurs mois à Dijon, la police traque les dealers et les pousse à déménager leur point de vente. Les riverains le constatent. Dans l'avenue derrière, quand on passait en voiture, il y avait des gens qui avaient pignon sur rue. Ils étaient assis au pied des arbres avec leurs fauteuils. Et puis, ils attendaient le chaland. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, j'en ai pas vu. Il y a eu pas mal de ménage qui a été fait par la police. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je pense que c'est bien. Le sénateur Étienne Blanc, sénateur LR du Rhône, nous a rejoint. Bonsoir, sénateur. Vous avez été rapporteur d'une commission d'enquête sur le narcotrafic. Alors, je disais, on va aborder plusieurs histoires, parce qu'aujourd'hui, plusieurs histoires différentes, mais dessinent une même lutte des services de l'État contre les narcotrafiquants. Juste, Frédéric Saliba, cette histoire du collège, alors, vous avez beaucoup travaillé sur les pays d'Amérique latine, on en a déjà parlé sur ce plateau, mais bon, il n'y a pas eu de victimes. Enfin, quand même, on s'en prend à l'école, on s'en prend au collège. C'est pas le début de quelque chose qu'on a pu voir aussi en Amérique du Sud ? C'est pas le début, parce qu'il y a eu déjà, en fait, des incendies exactement dans ces lieux, une médiathèque, etc. On se rappelle qu'il y a eu d'autres événements. Mais quelque part, en fait, c'est assez logique. C'est-à-dire qu'on est dans un phénomène de structuration des organisations criminelles, de cartélisation, quelque part. L'État répond, en fait, d'une manière répressive, en fait, face à ces organisations. Il y a un certain effet. Et donc, il y a une réponse de ces organisations vis-à-vis de l'État, une confrontation, une forme de défi. Qui est, d'ailleurs, on l'avait vu par exemple
par rapport aux employés pénitentiaires, les prisons par exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, plus tôt dans l'année, il y avait eu comme ça des menaces, des voitures incendiées, etc., qui étaient liées notamment à la création de ces prisons de haute sécurité par le ministre de l'Intérieur. Donc en fait, quelque part, évidemment, il y a une confrontation, et cette confrontation, elle n'est pas simplement d'un État qui évidemment est beaucoup plus fort que le crime organisé en France, faut se rassurer. On a des institutions qui sont fortes. Mais c'est vrai que le crime organisé s'est énormément renforcé ces dernières années et qu'on a un peu l'impression que le gouvernement découvre comme ça un petit peu un phénomène qui en fait existe, oui, en effet, en Amérique latine de manière mais beaucoup plus décuplée. En Amérique latine, la confrontation est forte. On parle de coche bomba, vous voyez, de bombes en voiture qui explosent et puis d'assassinats directs. Ce qu'on a pu voir, par exemple, aux Pays-Bas ou en Belgique, ça s'est un petit peu calmé là-bas. Ça monte beaucoup chez nous. Est-ce que c'est lié à un déplacement des mafias ? C'est difficile à dire, mais en tout cas, c'est vrai que le ton monte, c'est clair. Et on a comme ça des phénomènes qui directement s'attaquent l'école ou une médiathèque. Vous voyez, ce sont des institutions publiques. Justement, sénateur, là, je parle évidemment à l'homme politique que vous êtes, s'attaquer à un collège. Il y avait eu des prémices, comme le disait Frédéric, mais quand même, quelle est votre réaction de politique là-dessus ? Je suis étonné, et ça vient d'être dit, c'est pas la première fois. La cible de ces réseaux de narcotrafiquants puissants, c'est la puissance publique, c'est l'État. Il faut bien comprendre que ce sont des entreprises qui ne peuvent fonctionner que si elles ont la tranquillité. Et qu'est-ce qui peut leur nuire ? En dehors des grands services de l'État, que sont la police, la justice, les services de Bercy, les services de finances, qui peuvent contrôler l'argent sale. C'est la puissance publique qui leur nuit. Mais là, c'est l'école. On va dire que c'est des collégiens, ça leur... Mais dans toutes les directions, il n'y aura aucune exception. Et c'est le signe, et c'est un des signes qui laisse entendre qu'il faut être de plus en plus prudent et de plus en plus actif, parce qu'un narco-État, c'est ça. Un narco-État, c'est un État qui s'affaisse sous le poids de la puissance du crime organisé, qui est financé par un argent qui n'a quasiment plus de limite. Et ce système, c'est le système du narcotrafic. C'est ce qui s'est passé partout dans le monde. Il y a des États qui ont mis un genou à terre parce qu'ils avaient été attaqués, fragilisés dans toutes leurs dimensions. Vous ne diriez pas qu'on est un narco-État, mais est-ce qu'il y a un risque Est-ce qu'on commence à mettre un genou à terre ? Non, mais je rappelle souvent ce qui nous est arrivé avec Jérôme Durin quand on travaillait sur ce dossier. Il y a des magistrats mexicains qui étaient venus en France. Et avant de repartir, ils nous ont fait passer un message. Ils disent, vous savez, la France, vous n'êtes pas un narco-État, mais méfiez-vous. Nous, on a regardé ce qui se passait chez vous. Et bien, chez nous, ça a commencé comme ça. La corruption, une violence extrême, des masses d'argent absolument considérables et des organisations qui sont d'une puissance qui parfois peuvent fragiliser l'État. Claire Véran, vous avez travaillé aussi beaucoup sur le terrain. Juste pour parler de cette violence décomplexée de ces cartels, de ces narcotrafiquants, que ce soit depuis le petit guetteur jusqu'au chef de réseau, vous l'avez senti, vous la voyez se développer, cette violence. Ouais, tout à fait. Décomplexée. Oui, et effectivement, c'est dû à la professionnalisation de ces gangs, puisqu'on a constaté, nous, sur le terrain, que dans certaines métropoles françaises, viennent travailler des jeunes qui viennent d'autres métropoles, qui sont recrutés pour 2 semaines, 3 semaines. Ils n'ont pas de lien avec le voisinage, et c'est ce qui conduit à une certaine décomplexion de la violence. C'est-à-dire qu'ils connaissent personne, en fait. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas les voisins. Et donc, par exemple, dans le quartier du Blône à Rennes, les habitants nous disaient, ça fait des années et des années qu'il y a du trafic, ils ont toujours vécu avec ça, mais ce qu'ils constataient ces dernières années, c'est un manque de garde-fous, parce que les trafiquants et les habitants ne se connaissent pas, et ça fait qu'il n'y a pas de pudeur, en fait. Il n'y a pas de... Il y a une certaine il n'y a même pas de liens d'amitié ou parfois Exactement. familiaux qui vont permettre de tempérer un petit peu. Non, là, c'est des pros froids et sans état d'âme. Exactement, c'est ce que nous disaient les habitants. Alors, on va justement voir un premier extrait d'un de vos reportages, Claire, qui nous a beaucoup impressionnés. C'était il y a quelques mois, en septembre 2025, à Rennes, justement, vous en parliez. Vous suiviez un élu qui vous montre un quartier, évidemment, sous le contrôle de ces narcotrafiquants, qui se fait refouler. Et bon, on va regarder cet extrait-là et vous allez me donner votre analyse et votre ressenti après. Ce jour-là,
Les assaillants poursuivent les occupants d'un point de deal sur plusieurs centaines de mètres. Jusque dans ce restaurant où déjeunait cet élu municipal. J'étais assis à la chaise qui est devant la porte. Donc en fait, au moment où moi je les ai vus arriver devant moi, il n'y avait aucun échappatoire. C'est-à-dire, je pouvais plus, j'avais plus le temps de partir, de courir, de me réfugier. Et on a juste eu le temps de se jeter au sol. Et il y a 6 ou 7 balles qui ont été tirées. C'est passé à quelques centimètres en fait. Et ils ont tiré à l'arme lourde. Aujourd'hui, le calme est revenu dans le quartier. Mais l'élu d'opposition tient à nous montrer d'autres lieux de Rennes où les narcotrafiquants se sont installés. Alors que nous le suivons vers ce centre commercial, notre arrivée est annoncée par les cris des guetteurs. Attends. Je viens me présenter. Nous ne sommes visiblement pas les bienvenus. Et après, si vous voulez pas, on s'en va, il n'y a pas de problème. Je viens de me présenter. Si ça vous pose problème, on s'en va. Les trafiquants nous empêchent d'aller plus loin, alors c'est en caméra discrète que nous filmons. On filme pas des charbonneurs. Les charbonneurs, ce sont les vendeurs de drogue. Nos interlocuteurs ne font aucun secret de leur trafic. D'accord. Ok, on filme pas. On va aller parce qu'en fait, finalement, il y en a beaucoup. Là. Après, on va partir assez rapidement. Je veux bien qu'on nous dise qu'il n'y ait pas de narco-quartier. Je l'entends. Sauf que la réalité de ce qu'on vient de vivre, c'est qu'il y a des narco-quartiers. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans le business de la drogue et qui disent à certaines personnes, toi tu rentres pas. Toi tu passes pas. Toi tu filmes pas. Claire, ce qui nous a marqué dans votre reportage, encore une fois, c'est peut-être une vision très, très caricaturale de journaliste parisien, mais on parle de Marseille. Mais là, on est à Rennes. On ne s'imaginait pas d'autres villes de région. On parle tout le temps de Marseille. Là, c'est Rennes. Et là, c'est bien une zone de non-droit que vous avez eu l'impression de tenter de pénétrer. En tout cas, on n'était pas autorisé à filmer. Et malgré le fait qu'on soit sur la voie publique, vraisemblablement, les intimidations étaient suffisamment fortes pour que même l'élu municipal ne se sente pas capable de rester là où on était et de filmer. Effectivement, ça nous a un peu surpris, mais je crois que ça a surpris les autorités de manière générale, y compris la mairie de Rennes, y compris le procureur de Rennes qui demande lui aussi plus d'effectifs aujourd'hui de police judiciaire parce que le trafic s'est déporté sur des métropoles, des villes moyennes, et les moyens de l'État, nous disent-ils aujourd'hui, les moyens de police, de police judiciaire, ne sont pas encore suffisants pour lutter. Sénateur, quand on voit... Alors, on peut voir cette séquence, évidemment, c'est pas du tout pour critiquer ce courageux élu municipal, mais on se dit, si ça vous pose problème, on s'en va. Enfin, l'État, là, en l'occurrence, la municipalité, mais l'État se couche, s'aplatit. Alors, c'est facile à dire. Quand on est au contact de ces dealers et de ces trafiquants, c'est plus compliqué, mais c'est quand même le symbole de l'État qui se couche. Il y a un chiffre qu'il faut bien connaître. En France, nous avons environ 250 000 policiers et gendarmes, la gendarmerie avec un peu de réserve. Vous avez 250 000 personnes qui vivent totalement ou partiellement du narcotrafic. C'est-à-dire que vous avez autant de narcotrafiquants que d'agents publics qui sont en charge de les appréhender et de faire cesser leur business. La deuxième chose qu'il faut bien comprendre et que révèle ce reportage, c'est que le narcotrafic, c'est comme une entreprise de grande distribution, c'est comme Carrefour. Vous avez des consommateurs et vous avez des produits qu'il faut acheter, transformer, transporter et qu'il faut livrer au plus près. Alors quand on dit, mais maintenant ils sont partout, oui, il y a des consommateurs partout. Donc vous vous rapprochez du consommateur. Ça a été en plus amplifié avec la crise Covid, où un certain nombre d'urbains ont quitté les villes pour s'installer dans des communes voisines des grandes agglomérations. Donc les narcotrafiquants, ils ont suivi. C'est une entreprise commerciale et il faut être le plus près possible. Puis troisième sujet, l'entreprise commerciale, il faut qu'elle ait des centres de distribution, des points de distribution. Carrefour, Lidl, ils ont des succursales, ils ont des grandes surfaces, mais aussi des petites et des moyennes. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir un point de distribution, être tranquille, pour faire un chiffre d'affaires. C'est ni plus ni moins compliqué que cela. Voilà. Il faut transposer le système de l'économie libérale de distribution à un système criminel qui fait de la distribution de produits interdits. Mais donc là, Frédéric, concrètement, cet élu qui est quand même tout seul, quoi, il arrive face à des guetteurs, à des dealers. Oui, on va pas lui mettre une escouade de la gendarmerie ou même une police municipale pour que
pour qu'ils fassent régner la loi de la République. Matériellement, c'est pas possible. Non, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, votre équipe n'était pas accompagnée de policiers. Donc, en fait, et puis, c'est les caméras, c'est pas tellement l'élu, en fait. Lui, l'élu, il se pose un peu en médiateur, apparemment. Mais ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'en fait, on découvre, mais bon, enfin, en tout cas, moi, j'apprends rien là-dedans, qu'on est, en fait, face à une forme de guerre de territoire. C'est-à-dire, le narcotrafic, il est structuré localement. Et là, vous êtes rentré sur un territoire stratégique pour eux. Et donc, à ce moment-là, il y a tout de suite un stop. Et c'est plutôt ça le combat que le gouvernement va devoir mener, c'est-à-dire qu'il parle de guerre contre le narcotrafic. Moi, j'y crois pas beaucoup. Culpabiliser les consommateurs, j'y crois pas beaucoup. Par contre, occuper le terrain, ça, c'est sûr. Et je vous le dis d'autant plus... Et ça marche, d'occuper le terrain ? Alors, ça marche. Ce que je sais, moi, ça marcherait, parce que en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que moi, étant spécialiste du Mexique, ce que je peux vous dire, c'est qu'au Mexique, ils ont fait tout ce qu'il fallait pas. C'est-à-dire qu'ils ont laissé des territoires et des zones de non-droit se développer. Et après, vous avez beau y aller avec la police, c'est à l'arme lourde qu'ils vous reçoivent. Vous voyez ? Donc, je pense qu'en France, il est encore temps d'agir et c'est très bien. Moi, enfin, je partage pas votre avis sur narco-État, je pense pas du tout. Un narco-État, c'est une structure qui serait complètement dédiée en fait au narcotrafic, des institutions publiques qui seraient complètement dédiées. On n'en est pas du tout là. On disait qu'il y a un petit risque de pente, c'est ce que disaient vos... Il y a des signes. Voilà. Les signes. Oui, ça, moi, je suis complètement d'accord. On pourrait d'ailleurs ajouter aux signes que vous avez mentionnés les armes type Kalachnikov, etc. Les jobbers, ces jeunes qui travaillent pour les narcotrafiquants, ces enfants. Au Mexique, on parle de niños sicarios. Il y en a des milliers au Mexique, vous voyez. Donc oui, il y a des phénomènes que moi, je suis en train... Les laboratoires, par exemple, qu'on découvre, il y a en effet des similitudes entre le développement de structures qui sont encore une fois internationales. Alors, évidemment que la DZ Mafia n'est pas une mafia, c'est même pas un cartel d'ailleurs, mais c'est en phase de cartélisation. En revanche, la DZ Mafia est en relation avec des véritables organisations mafieuses et que les cartels mexicains sont présents en Europe et sont présents sur le territoire et sur le territoire français par des alliances. Et donc, vous avez affaire à des structures internationales ultra puissantes qui génèrent des milliards de dollars. Et donc, nous, on a... en France, un État qui est relativement fort, comme je vous le disais. Il y a en effet, si vous aviez été accompagné de policiers, vous auriez pu filmer, ils auraient disparu et vous auriez pu filmer, mais ils seraient revenus 10 minutes plus tard sur les mêmes lieux. Et donc, c'est un peu une guerre d'usure qu'on est en train de lancer. Et j'ose espérer, et la commission que vous avez menée le prouve, c'est-à-dire qu'il y a une véritable prise de conscience qui est plutôt salutaire dans notre pays. Mais attention au diagnostic, c'est que pour l'instant, moi, ce que je remarque, c'est d'abord des politiques de réaction. C'est-à-dire que chaque fois qu'on monte dans la violence, échelle de violence, le gouvernement réagit et a tendance à réagir par rapport à des politiques qui sont encore une fois répressives, quasiment uniquement répressives, et qu'on sait très bien avec l'expérience justement de l'Amérique latine, qui est encore une fois pas du tout, on n'est pas du tout dans une mexicanisation en France, ou on n'est pas du tout dans cet ordre-là. En revanche, si on suit en effet le même chemin, et c'est ce que vous disiez par rapport à ces élus mexicains qui sont venus quand même alerter en disant quelque part, attention, ne faites pas ce qu'on a fait, c'est-à-dire répondre politiquement en fait en déployant la force publique la veille d'élections par exemple, ou capitaliser sur le joint du sang ou des choses comme ça, ou culpabiliser les consommateurs. Ce qui, en fait, fait gagner du temps aux organisations mafieuses qui se structurent. Et vous imaginez bien que ce résultat ne date pas d'aujourd'hui ou d'hier. Ça fait à peu près une dizaine ou une quinzaine d'années que, d'abord, les Français consomment énormément de drogue et que le marché de la drogue a changé. On n'est plus du tout dans le marché de la drogue, marijuana, cocaïne. On est aujourd'hui dans des drogues de synthèse et dans des structures qui sont capables de déjouer, en fait, l'État. On en a parlé justement sur ce plateau. Pour poursuivre le débat, vous voyez, là, ce sont les images de l'autre actualité du jour en la matière. On voit les salariés d'Orange qui reviennent sur leur site de travail à Marseille, donc site qui avait été fermé depuis 2 semaines parce que c'était dans un quartier sensible, qu'il y avait eu des menaces. Donc aujourd'hui, les salariés sont revenus travailler à Orange. Il y a 1 ou 2 voitures de police et des gardes privés qui sécurisaient le site. Mais voilà, on ne va pas vous montrer tout le reportage, mais grosso modo, les salariés d'Orange marseillais disaient
On a l'impression que cette voiture de police, elle va rester 3-4 jours, ce que vous disiez, et puis qu'elle disparaîtra. C'est quoi la solution? Parce qu'on a des entreprises aussi qui quittent. Je lisais par exemple que, à cause de cela, notamment des expériences en Seine-Saint-Denis ou de certains grands quartiers généraux de grandes entreprises se sont implantés et puis sont en train d'en repartir parce que c'est pas assez sécurisé pour leurs employés, malgré toutes les compagnies, encore une fois, de gardiens privés. Comment on fait dans ces quartiers-là, que ce soit Marseille ou ce qu'on vient de voir là à Rennes? On occupe le terrain. Comment? Encore une fois, on en revient à la question des moyens. Plus de terrain, de policiers de proximité. Un point de deal, c'est toujours utile. Moi, je me souviens, pendant la commission d'enquête, nous avions rencontré des familles qui habitaient dans des toits d'immeubles. Il y avait un point de deal en bas de chez elles. Et puis, il y a eu les opérations XXL de délocalisation. Et les gens étaient très heureux. Ils nous disaient, mais c'est extraordinaire. Notre vie a changé. En revanche, ce qui est vrai, c'est que le point de deal s'était délocalisé et qu'à partir du moment où il n'y avait plus de police, le point de deal se réinstallait. Donc c'est le risque. Et dans ces situations-là, c'est évidemment le risque. Et là, on travaille sur un territoire, mais on n'agit pas sur la cause. Et je pense que la première des choses à faire, et ce qu'il nous faut renforcer, c'est des moyens beaucoup plus performants pour confisquer l'argent de la drogue. C'est-à-dire tout le système, il n'a qu'une raison d'être, c'est de gagner de l'argent. Quand vous tapez au portefeuille, là, vous êtes efficace. Et il ne faut pas se priver de taper au portefeuille à tous les niveaux. Celui qui surveille. Et regardez ce que nous avons fait, par exemple, quand il y a un point de deal qui est organisé et qu'il y a une famille de dealers, souvent dans un quartier, qui s'occupe d'un appartement. Nous avons mis dans le texte de loi que nous avons fait voter au mois de juin que désormais, le préfet peut saisir le tribunal d'instance pour obtenir la résiliation des baux. Mais ça fonctionne. Ça, c'est dans le projet de loi sur la lutte contre les stupéfiants. C'est plus un projet, c'est une loi qui a été parce que là, il y a encore des décrets d'application qui ne sont pas pris sur certains dispositifs de la loi. Quand vous dites là, on a un quartier qui est gangrené, on sait que ce quartier il est gangrené parce qu'il y a des familles qui habitent et qui habitent dans des logements. Elles sont pignon sur rue, elles sont connues. Quand vous résiliez le bail et que la famille est obligée de se délocaliser, là, vous changez les choses. Tapez au portefeuille et délocaliser quand il le faut. Frédéric? Oui, alors moi, ce que je voudrais juste... Je partage votre point de vue, mais en fait, moi, je l'ai écrit des dizaines de fois. C'est la pauvreté qui fait le lit de la criminalité. Donc, évidemment, si vous avez des entreprises comme Orange qui partent des quartiers, c'est la même chose avec cette école qui a été incendiée. C'est pas complètement un hasard que ce soit une école. C'est-à-dire que ces enfants, ces jeunes jobbers, ados, s'ils sont en effet à l'école et qu'ils ont un prof qui les motive et qu'ils ont en effet un sentiment d'ascension sociale dans la société, qu'est-ce qui se passe comme problème? C'est que dans les cités, en tout cas moi, ces jeunes que j'interviewe, ils n'ont pas de perspective. Il n'y a pas d'ascension sociale, en tout cas dans leur vision, il n'y a pas d'ascension sociale pour eux. Et donc, ils se tournent vers le narcotrafic. Personne n'a envie de finir en prison, personne n'a envie de finir assassiné. Simplement, c'est un moyen de subsistance, ou en tout cas, c'est un moyen d'ascension sociale et d'aspiration à une vie meilleure. Si en effet, l'État prend en main les choses et refait un tissu social dans ces quartiers avec des entreprises et des opportunités, vous allez voir, c'est tout simple, c'est mathématique. Simplement, c'est vrai que ça ne correspond pas forcément à des politiques publiques que l'État veut mener actuellement. Encore une fois, le développement, vous parliez du blanchiment d'argent, vous avez tout à fait raison. Il y a un autre élément qui est fondamental dans l'explosion du narcotrafic, c'est l'explosion du capitalisme et du néolibéralisme. Si vous voulez vous produire en quelques jours, on n'a pas le temps de contrôler les containers. Or, on sait que 80% on va en parler dans quelques minutes. De la cocaïne passe par les ports, donc on devrait avoir une politique absolument énorme vis-à-vis des ports de contrôle. Ils ne le font pas, ou en tout cas avec parcimonie. Pourquoi ? Parce que le consommateur, dans les ports, il y a plein d'autres produits qui passent. Et encore une fois, le narcotrafic s'insère toujours dans les failles, soit du gouvernement, c'est-à-dire la faiblesse d'un État, la corruption, les choses comme ça, ou alors carrément un système de libre-échange, où là, évidemment, le narcotrafic ou le trafic d'armes, par exemple, profite comme ça de ce néolibéralisme fou furieux qui aussi diffuse des valeurs où le matérialisme est possédé des objets, des baskets de marque qui coûtent 200, 300 euros pour des jeunes qui n'ont pas les moyens de les avoir. C'est un tel enjeu identitaire qu'ils sont prêts à prendre des risques, à violer la loi. Et les culpabiliser sur le simple vol de la loi est une analyse très sommaire, en fait, de la question. Et c'est vrai que moi, je suis un peu inquiet par rapport aux mesures qui sont prises, même si, en effet, je félicite la commission ou la loi qui a été faite, mais c'est comme si on s'arrêtait à la moitié du gué en regardant
un phénomène prendre de l'ampleur peut-être tous les 3-4 mois. Si vous regardez, on se retrouve ici régulièrement en se disant mais c'est incroyable, on est passé à un nouveau... Alors les points de bascule, on les entend, hein, mais nous, on est là à crier au feu et quelque part, la réaction est très limitée. Et justement, en termes de réaction, vous en parliez, sénateur, il y a cette histoire des opérations place nette. C'est-à-dire, on sait qu'il y a un gros problème sur ce quartier. Là, on met les moyens. La police, la gendarmerie arrivent, nettoient tout. Sauf que, évidemment, la nature a horreur du vide et elle reprend très vite ses droits. Justement, Claire, vous aviez fait un autre reportage qui était assez édifiant là-dessus. C'était il y a pile poil un an, en décembre 2024. C'était à Villeurbanne. Et justement, vous aviez suivi cette opération Place Nette. Et puis, comment était devenue la ville, enfin Villeurbanne, 6 mois après. On regarde cet extrait et vous nous en parlez après. Sans discontinuer, un déferlement de coups de feu hier soir dans ce quartier résidentiel de Villeurbanne. Il est 21h30. Un homme est grièvement blessé. La victime, en lien avec le trafic de drogue, se trouvait sur ce point de deal. Ce matin, les impacts de balles sont visibles. Ici, c'est pas la première fois, donc il y a déjà eu justement un décès fin octobre, début novembre, je crois. Et c'est assez récurrent dans ce quartier. Justement, on cherche à déménager à cause de ça. Cette violence, les habitants du quartier du Tonkin à Villeurbanne avaient pourtant espéré s'en être débarrassés grâce aux opérations Place Nette. En mars, chaque jour pendant 3 semaines, des centaines de policiers avaient occupé le terrain, interpellé des trafiquants, démantelé la moitié des points de deal, donné de l'espoir aux habitants. Pour l'instant, on est sûr que ça perturbe le business. On peut circuler paisiblement. Là, au moins, oui, on voit vraiment une différence pour le coup, actuellement. Mais est-ce que ça va durer ? C'est la question. 9 mois après cette opération massive, nous sommes retournés dans le quartier du Tonkin. Premier constat, en plein après-midi, le trafic est bien visible devant les immeubles. À chaque client, les dealers récupèrent les petits pochons de drogue qu'ils ont préalablement cachés dans ces grilles et les vendent aux consommateurs. En 1h30, nous sommes témoins d'une dizaine de transactions. Un trafic toujours florissant sous le nez des habitants. Sur les 8 points de deal recensés par la police, seul un a véritablement cessé de fonctionner. Claire, sur les 8, seul un a cessé de fonctionner. C'est un peu désespérant. Oui, 9 mois après, en réalité, les habitants étaient assez contrits parce qu'ils avaient eu de l'espoir justement dans cette opération, mais les dealers étaient revenus nécessairement et d'une manière assez visible. Enfin, vraiment, il suffisait de se balader. Décomplexé. Tout à fait, on suivait le collectif, y compris à côté d'une école, juste à côté d'une école. Et c'est quand même ce qui nous a frappés. Alors, on ne peut pas dire non plus que les opérations Place Nette n'aient aucun impact. Le procureur de Lyon nous indiquait que ça lui avait quand même permis d'interpeller, de remonter, d'aider un petit peu les enquêtes judiciaires. Mais en tout cas, sur le terrain, 9 mois après, les points de deal avaient quasi tous rouverts. Aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu différent parce que depuis a été créée une BST, donc une brigade de sécurité du territoire. Sûreté territoriale. De sûreté territoriale. Et en fait, c'est une présence qui est permanente. Et cette fois, les habitants m'ont dit, ça va mieux. On croise les doigts, on ne crie pas victoire trop vite, mais en tout cas, ça va mieux. Et par exemple, le point de deal à côté de l'école a fermé. Justement, ça, on en reparle. Alors, j'ai bien compris, occuper le territoire, ça n'est pas la seule solution. Mais est-ce que c'est une solution qui marche ? Mais pour ça, il faudrait pas 250 000 policiers et gendarmes. Il en faudrait 4 fois plus. C'est une des solutions. Et on va avoir dans quelques temps des élections municipales. C'est important aussi que les maires, avec la police municipale, aient une police présente. Mais je vais répondre sur la question du libéralisme. Vous avez des pays libéraux, ils sont en train de régler le problème. Mais ils pendent, ils fusillent, ils emprisonnent dans des conditions déplorables. Donc, attaquer le système de libre-échange et le système libéral dans le monde, et on peut se poser la question, faut-il réduire les flux, notamment les flux de containers ? Je rappelle qu'on surveille pratiquement 10% des containers qui viennent d'Amérique du Sud, grosso modo. Et avec nos systèmes de renseignement, on les cible bien. Mais changer de système politique et rentrer dans un système illibéral pour lutter contre le narcotrafic,
Moi, en tout cas, je ne le souhaite pas. Non, enfin, moi, je partage assez votre point de vue. J'espère. Et je pense l'idée n'est peut-être pas de le changer. L'idée est d'intégrer, en fait, la complexité du fléau dans les politiques publiques. C'est-à-dire que, moi, c'est l'analyse que je fais quand je vois les annonces par rapport à l'expérience. Moi, j'ai passé 15 ans au Mexique, j'ai bien vu comment s'est développé, en fait, un narcotrafic qui est devenu incontrôlable. Là, on a l'impression qu'on peut encore le contrôler, il y a encore des perspectives, et que ce narcotrafic, vous le disiez très bien, c'est les causes. C'est-à-dire, quelles sont les causes de ce narcotrafic ? On voit bien que ces jeunes... Là, vous parliez de présence territoriale. Il y a eu en France des polices de proximité, il y a eu comme ça des politiques qui ont été quand même démantelées, en tout cas. Et elles ont été démantelées dans un but. Il y avait un objectif qui était derrière ça. Et c'est ça, aujourd'hui, on récolte quelque part les fruits de quelque chose et d'un bilan qu'on devrait faire. Mais non. Donc, vous n'êtes pas politique, mais rétablir encore plus de police de proximité, pour vous, ça paraît être... C'est une question de territoire. Moi, je suis un observateur. De bon sens. Vous avez raison, moi, je ne fais pas de politique. Simplement, ce que je vois, c'est qu'il faut occuper le territoire. Pourquoi ? Parce qu'ils fonctionnent comme des seigneurs féodaux. Mais vraiment, hein, avec un droit de cuissage, des viols, des tournantes. On parle du narcotrafic, mais il y a beaucoup plus de nuisances. Et que les premières victimes du narcotrafic sont les habitants de ces cités. Et qu'on est déjà... Pardon, je vous coupe, juste une seconde. On est là, focalisé sur des points de deal, à des déplacés, etc. Alors qu'on est déjà dans du Uber Shit. C'est-à-dire qu'il y a déjà... Et notamment pour les drogues dures, elles sont fournies à domicile, en bas de chez les gens. Quelles sont les mesures qui sont prises ? Si ce n'est le renseignement, c'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est développer le renseignement, la lutte contre le blanchiment, mais de manière beaucoup plus active. Or, les équipes en France... Donnez-nous les chiffres du nombre d'inspecteurs qui luttent contre le blanchiment d'argent en France. C'est une minorité par rapport à d'autres services, alors que l'urgence est là. Et donc, moi, je m'étonne. Après, moi, je ne juge pas, je ne me mets pas politiquement, mais simplement, je me pose des questions en me disant, si moi, je fais cette analyse où je suis juste un observateur, comment c'est possible que le gouvernement ne prenne pas plus à bras-le-corps un problème aussi global ? Il y a juste un aspect économique aussi que vous abordez plus loin dans votre reportage ou dans vos reportages clairs, c'est l'économie de ces quartiers. Comment ces jeunes-là en vivent ? J'allais dire un tout petit guetteur, il gagne combien par jour ? Oui, tout à fait. On avait rencontré un guetteur, effectivement. Alors, c'était à Rennes. Donc ça, c'est des mineurs, hein, les guetteurs. C'est vraiment le plus petit grade du gang, du narcotrafic. Il nous disait, pour une journée à faire le guetteur, il gagnait 150 € par jour. Et s'il vendait, 250 €. 150 € par jour pour un mineur. Donc ça veut dire qu'il peut gagner 2-3 000 € peut-être par mois. Alors, c'est pas un job facile. Hein. Non, c'est pas un job facile. Mais ça veut dire, non, mais pour des mineurs, par rapport à aller trouver un emploi au SMIC dans le supermarché d'à côté, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. Mais ce qui m'avait frappé, c'est que ce jeune-là nous avait dit, mais moi, j'aime pas faire ça. Je vais vous le dire, j'aime pas faire ça. En fait, j'aimerais bien intégrer l'armée dans quelques mois. Mais là, en fait, il était déscolarisé. Il nous expliquait que sa maman avait 6 enfants. En fait, c'était une manière pour lui d'avoir de l'argent de poche. Et puis d'aider un peu sa maman. Mais sa sincérité sur le fait qu'il ne comptait pas faire une carrière dans le narcotrafic m'avait assez frappée. Alors là, il y a les petites mains. Après, il y a vous en parliez tout à l'heure tous les deux, il y a vraiment les têtes de réseau. Il y a quand même une évolution qui est que, notamment, et on va le voir, il y a des systèmes d'extradition, une coopération judiciaire qui se renforce entre États. Aujourd'hui, commençait le procès justement de Bibi, Abdelkader Bouguetaïa, soupçonné de faire pénétrer en France via le port du Havre de larges quantités de drogue. On va d'abord voir dans un premier extrait d'un sujet de Valérie Le Rouge comment l'extradition justement progresse, et ça au moins on va voir le verre un petit peu à moitié plein, notamment progresse avec les Émirats Arabes Unis, puisque ce chef de réseau avait trouvé refuge à Dubaï. On regarde cet extrait-là, et puis après on ira justement, vous en parliez tous les deux, sur le terrain des dockers. Abdelkader Bouguetaïa, recherché par Interpol depuis 2021, condamné en France à 15 ans de prison pour trafic de drogue. Bibi, c'est son surnom, a été jugé coupable d'importation de 599 kilos de cocaïne dans un conteneur saisi à Anvers. Il serait aussi impliqué dans une livraison de 2,5 tonnes au Havre, ce que dément son avocat. Il y a 5 ans, le trentenaire a trouvé refuge à Dubaï. Arrêté une première fois en 2023, les autorités le relâchent un mois plus tard. Hier soir, il a enfin été extradé vers la France, un très bon signal aux yeux du ministère de la Justice. Il y a un renforcement considérable de la coopération judiciaire entre les magistrats français et les magistrats émiriens.
Et les chiffres le démontrent puisque depuis 2021, donc entre 2021 et 2025, il n'y avait eu aucune extradition. Et depuis le début d'année 2025, on en est à 6 extraditions. Donc c'est une très bonne nouvelle concernant la lutte contre la criminalité organisée. Alors voilà, donc Bibi Abdelkader Bouguettaya, son procès vient de débuter aujourd'hui à Lille. Donc là, on n'est pas dans occuper le terrain, mais on est peut-être dans ce que vous disiez, sénateur, c'est-à-dire on traque les flux financiers, on va taper au portefeuille, et peut-être qu'avec justement des coopérations judiciaires plus fortes avec d'autres États, il y aura moins de refuges à l'étranger pour ces narcotrafiquants. Alors c'est un sujet que nous avions pointé dans notre rapport sénatorial avec Jérôme Durin. C'était le problème de ces extraditions, et notamment avec Dubaï. On a étudié les échecs des procédures d'extradition et on s'est aperçu que très souvent, c'était sur des questions purement procédurales, des questions purement formelles. Sur un papier, il manquait une signature, il manquait un tampon, il manquait une photocopie, il manquait une traduction. Je voulais dire que c'était pas une mauvaise volonté de la part de ces États-là. Sous ce prétexte-là, l'extradition n'était pas prononcée. Donc, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons envoyé dans les Émirats ce que l'on appelle un magistrat de liaison. C'est-à-dire que c'est un magistrat, d'abord, qui va éplucher les dossiers quand ils arrivent de la chancellerie par la voie diplomatique. Il va examiner si sur le plan formel, toutes les formalités ont bien été exécutées dans les règles de l'État qui doit prononcer l'extradition. Et puis surtout, parce que la justice, c'est aussi des rapports humains. Ce sont des magistrats qui ont des contacts avec les parquets locaux, avec les magistrats locaux qui peuvent échanger. Eh bien, ça fait un peu plus d'1 an et demi que nous avons un magistrat à Dubaï. Et moi, je constate 2 choses. Je constate d'abord qu'il y a des extraditions. Et je constate aussi que nous parvenons à saisir des biens immobiliers à Dubaï qui ont été des biens mal acquis avec l'argent de la drogue. Donc, il y a des secteurs dans lesquels la République marque des points, il faut savoir le dire. Encore une fois, frapper au portefeuille, ça c'est... les pays, rapidement, Frédéric, les pays latino-américains ont essayé ça au début ou ça n'a pas marché? En fait, dans les pays... Alors, Dubaï est un lieu très prisé. C'est pas par hasard que ce soit un lieu très prisé par les narcotrafiquants. C'est pas que les narcotrafiquants. Vous avez les politiciens corrompus, les gens qui font de la fraude fiscale. Enfin, ils se retrouvent tous. D'ailleurs, souvent, ils sont voisins, en fait. Dans ces grandes tours, vous avez plusieurs acteurs d'une délinquance, parfois à col blanc, vous voyez. Mais en effet, c'est fondamental de s'occuper du haut du spectre parce que, on en parlait, ces petits jobbers et cette occupation de terrain qui est fondamentale, mais qui en fait ne règle rien. Le blanchiment d'argent, il se fait énormément en dehors de la France, pas forcément dans ces petits kebabs ou dans ces... Évidemment, mais c'est pas vraiment là. Ce qui est vraiment très fort, ce sont les paradis fiscaux. Et vous avez comme ça et c'est là d'ailleurs, à Dubaï que les grands narcotrafiquants font des affaires ensemble. Quand je parlais de phénomène de cartélisation, c'est que ces narcotrafiquants se retrouvent de différentes régions de France, se retrouvent à Dubaï, font des affaires, font des réseaux, et c'est pour ça qu'ensuite, en France, on retrouve sur la géographie française une organisation qui se développe dans différentes régions. Vous voyez, donc, encore une fois, ce sont des organisations globales, mondiales, et donc l'organisation et la présence du gouvernement français à l'extérieur. Alors, j'ai vu qu'il y avait aussi des projets d'être présents en Colombie, au sein des ambassades, au Mexique aussi, de renforcer les services spécialisés, parce qu'encore une fois, il faut voir qui on envoie. Il faut quand même, c'est un crime organisé, donc il y a des logiques comme ça mafieuses qu'il faut cerner et on ne peut que se féliciter qu'une personne comme celui qui se fait appeler Bibi soit comme ça et un procès, soit jugé, mais vous pensez bien qu'une autre personne, c'est comme l'hydre, prendra sa place avec des cargaisons qui sont chaque fois plus importantes. Et donc, moi, c'est un peu le sentiment que j'ai et qui peut quelquefois me frustrer un petit peu, si je peux dire. C'est-à-dire que les décisions publiques prennent du temps, on met du temps à organiser quelque chose et les narcotrafiquants, ils ont déjà 2 coups d'avance. Ça sera plus Dubaï, ça sera un autre endroit dans quelques temps, vous verrez. Le temps de la démocratie. Vous en parliez en termes de cargaison. C'est le dernier extrait que je voulais qu'on regarde tous les 4 ensemble. Il y a
quelques mois, notre reporter Romain Boutilly, pour notre émission Envoyé spécial, présentée le jeudi soir par Élise Lucet, avait réalisé un documentaire absolument sidérant sur les ports français, qui s'appelait Coq en dock. Et on voyait comment les dockers, notamment, sont corrompus, alors avec des méthodes évidemment pas gentilles du tout, par la puissance de ces narcotrafiquants, et à quel point il est parfois difficile de leur résister, encore une fois sous peine de représailles. On regarde cet extrait, c'était Envoyé spécial le 6 mars 2025, et vous me donnez votre analyse là-dessus derrière. En général, pour recruter leurs complices, les trafiquants les repèrent dans le port. Les dockers, identifiables à leur veste jaune fluo, peuvent être pris en filature après leur travail pour connaître leurs adresses ou leurs habitudes. Et c'est souvent la nuit, dans les bars ou les boîtes de la ville, que les liens se nouent autour d'un verre avant de faire affaire, selon Maître Routel. Cet avocat du Havre défend depuis bien longtemps les dockers impliqués dans les trafics de cocaïne. Certains bars du Havre ou certains lieux sont connus pour être fréquentés par une population dont la profession est docker, de sorte qu'il est assez facile quelque part de se rendre dans tel lieu ou tel lieu parce qu'on sait quelque part qu'on peut rencontrer des dockers. Et ensuite, quand vous avez 20 ou 25 ans, on vous paye un verre, on vous dit « non, est-ce que tu veux gagner un peu d'argent ?» Et les choses, mais véritablement, ceux qui ont vécu ça le racontent comme ça. Et ceux qui cherchent à recruter, parfois peut-être se heurtent à des refus, puis parfois, sur 3, 4, 5 personnes qu'ils vont solliciter, il suffit qu'il y en ait une qui dise oui. Qui parfois le regrette amèrement derrière. Pour ceux qui acceptent de jouer les guetteurs le temps d'une sortie de cocaïne, les éclaireurs ou les transporteurs de marchandises, le recrutement se fait souvent de gré ou de force. Pour les trafiquants de stupéfiants, toute personne qui travaille dans un port est achetable. Toute personne a un prix. Un policier a un prix, un douanier a un prix, un docker a un prix. Et pour eux, dans leur esprit, personne ne doit résister à l'argent de la cocaïne. On a pu constater des rémunérations qui allaient de 30 000 à 100 000 euros. Voilà, qui s'accompagnent aussi de pression, qui s'accompagnent aussi d'intimidation. On a vu depuis 2016 une montée en gravité des dossiers, c'est-à-dire qu'on a constaté des enlèvements, séquestrations, des tentatives d'homicide, des homicides. Ce sont quand même des réseaux dangereux. On a énormément de dossiers dans lesquels des dockers viennent dire « j'ai été contraint de le faire, je n'ai pas eu le choix. Ma famille était menacée, j'ai été menacé, ils savaient où mes enfants allaient à l'école, j'avais le sentiment d'être surveillé, etc. » Tout le monde est achetable. Mais on avait diffusé un reportage sur des marins-pêcheurs. Pareil, 100, 150 000 euros pour transporter une cargaison. Effectivement, quand on vous propose 100 ou 150 000 euros, faut garder sa morale droite parce qu'on peut être tenté, surtout s'il y a derrière des pressions sur la famille. Les sommes sont énormes d'abord. On parle quand même de plus de 6 milliards d'euros par an générés que par le narcotrafic. Donc vous pensez bien qu'il y a une force financière comme ça. En plus, ils ont beaucoup d'argent liquide. Donc c'est très facile de passer une mallette et de passer de l'argent. Et puis il y a les menaces, comme vous le montrez dans ce reportage, où vous acceptez l'argent. Au Mexique, on parle de plata au plomo, c'est-à-dire l'argent ou le plomb des balles, vous voyez. Donc, en fait, le choix est quand même vite fait, vous voyez. C'est un choix qui est contraint, quand même. Et puis, il y a aussi ces professions qui sont particulièrement exposées, surtout les cavaliers sur les docks qui, justement, déplacent ces containers, parce qu'il n'y a pas de narcotrafic sans corruption. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que la cargaison, il faut la récupérer. Donc, pour la récupérer, les dockers sont un personnel clé. Et donc, ils seront prêts à aller très, très loin. Après, la question, c'est comment on protège les dockers et surtout, comment on arrive à parler aux syndicats, parce qu'il y a quand même un tabou dans le milieu des dockers, et ça, il faut quand même en parler, c'est que c'est des questions qui sont très tabous dans le milieu des dockers. Parce que vous pensez bien que dans la contrebande, il n'y a pas que la drogue. Il y a d'autres choses. Et donc, on est en train de découvrir qu'en effet, les ports français sont... les armes, notamment, puis d'autres choses. Les armes, mais aussi des œuvres d'art, des animaux exotiques. Enfin, il y a énormément de choses qui peuvent circuler. Et le crime organisé est très bien implanté justement, au Havre, à Marseille. Comme par hasard, c'est des villes portuaires. Sénateur, le mot de la fin, il nous reste une minute. Comment on lutte contre ça ?
contre la porosité des ports, même si c'est 4 containers sur 100 qui passent. Mais enfin, voilà. Vous pouvez avoir 5 tonnes de drogue dans un conteneur. Voilà ce que ça veut dire. Donc, il faut les surveiller. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des systèmes de surveillance, il y a des scanners. Maintenant, on a d'autres systèmes. On rentre une canule dans le conteneur et on arrive à repérer s'il y a des molécules. Donc, on contrôle de plus en plus. Il faut acheter aussi du matériel. Attention, il faut bien dire que ce sont tous les ports européens qui sont impactés. Ce sont les ports espagnols. Ce sont aussi, bien évidemment, On a beaucoup parlé des ports belges et néerlandais aussi. Je le redis, le risque, c'est le risque corruptif. Parce que quand vous déplacez un conteneur, souvent, il vous faut avoir aussi la complaisance de la douane. Parce que les conteneurs les plus suspects, ils vont dans des secteurs qui sont des secteurs où on les ouvre, où on les contrôle. Si vous évitez ce secteur-là et si le conteneur chante, là aussi, on a un problème avec la douane. Donc ça rappelle ce que je disais tout à l'heure, c'est que le risque corruptif et la corruption, c'est le signe d'un narco-État, c'est l'affaiblissement de la puissance publique dans sa capacité de contrôler et dans sa capacité de réprimer. Bon, eh bien, merci à tous les trois pour votre analyse. Restez avec nous. Dans quelques minutes, on retournera sur le terrain de la colère agricole et à 22h30, on vous emmène au Chili avec l'élection d'un nouveau président d'extrême droite. 22h.